Here we are now for... Le juge président, nous nous retrouvons pour le dernier volet d'audience de la journée. Monsieur le témoin, vous m'entendez? Je vous entends. 5 sur 5. Le juge président, très bien, merci. Je vais maintenant donner la parole, comme je l'ai déjà dit, à la défense, qui va vous poser des questions. Et nous allons commencer par Maître Altit, le conseil principal de la défense de Monsieur Gbagbo. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise. D'accord? Alors, on y va. Oui, maître. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur, avoir quitté votre poste le 31 mars 2011, puis être allé à l'hôtel du Golfe. Alors, ma question, est-ce que vous êtes allé directement à l'hôtel du Golfe le 31 mars? Y êtes-vous allé plus tard, et si oui, quel jour? Je suis allé le jour où j'ai mis pied au golf. C'était à peu près quel jour? Est-ce que vous en souvenez? À quelle date? Je suis allé, après avoir contacté le garde du corps du général Mangou, qui m'a informé du fait que le général Mangou serait parti dans une ambassade. C'est le lendemain matin, que je suis allé au golf. En début d'après-midi. Est-ce que l'on peut considérer que le 1er avril est la date où vous êtes rendu au golf? J'ai en mémoire, j'ai dit le 31 parce que quand j'ai eu à converser avec le garde-corps du général Mangou, c'est le lendemain matin que j'ai eu à appeler les colonels dont j'ai fait mention tout à l'heure. Et l'après-midi, je me suis rendu au golf. Qui avez-vous contacté pour vous rendre à l'hôtel du Golfe? Si cela n'expose pas celui que j'ai rencontré pour rentrer au golf, je peux dire son nom. Mais sinon, si c'est possible, j'allais demander à Monsieur le Président si on peut faire huis clos à cela. Sinon, je suis prêt à dire le nom de celui que j'ai constaté pour aller au golf. On peut faire un huis clos. Je me tourne vers le président. Le juge président, passons à huis clos partiel, je vous prie. Audience publique, Monsieur le Président, le juge président, merci. Maître Altit, veuillez poursuivre. Alors, monsieur, si je comprends bien, vous êtes resté un certain temps à l'époque à l'hôtel du Golfe. Est-ce que vous avez rencontré monsieur Ouattara à cette époque-là, à l'hôtel du Golfe? Oui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré une fois. Il m'a invité à le rencontrer, je l'ai rencontré une fois.
D'accord. Est-ce qu'il habitait à l'hôtel du Golfe, M. Ouattara, à ce moment-là? Je vous demande pardon. Est-ce qu'il habitait à l'hôtel du Golfe, M. Ouattara, à ce moment-là? Oui, il habitait à l'hôtel du Golfe. Il habitait à l'hôtel du Golfe. D'accord. Est-ce que vous avez vu, toujours à cette époque-là, à l'hôtel du Golfe, des conseillers militaires ou civils français? J'ai vu des conseillers militaires. D'accord. J'ai vu deux capitaines pilotes de chasse. D'accord. Qui servaient de conseillers, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? Je les ai vus là-bas. Ils étaient les pilotes. Mais conseillers de qui, je ne savais pas. Mais je les ai vus là-bas. J'ai vu deux capitaines là-bas. C'est des pilotes. D'accord. Est-ce que vous avez vu ou saviez-vous s'il se trouvait à l'hôtel du Golfe à cette époque-là des com-zones? Et si oui, qui? Oui, les com-zones y étaient. Il y avait les com-zones, il y avait Ouattao, il y avait Chérou Ousmane, il y avait tous les com-zones y étaient. En tout cas, moi, je les ai vus là-bas. D'accord. Ces com-zones dont vous venez de nous parler, étaient-ils sur place avec tout ou partie de leurs troupes? Ils sont venus, ils n'étaient pas toujours en place là-bas. Ils sont venus une fois parce qu'il y avait une réunion que nous avons faite avec le Premier ministre Soro Guillaume ce jour-là. C'est ce jour-là, je les ai vus en grand nombre, avec des éléments, mais ils sont repartis. Après la réunion, ils sont repartis. Donc je ne sais pas si la nuit ils rentraient ou ils sortaient, mais c'était sûr, après la réunion, ils sont partis. D'accord. Ces forces rebelles, que l'on peut qualifier de rebelles ou de la manière que vous souhaitez, que vous avez vues à l'hôtel du Golfe, ces hommes armés, ces soldats, étaient-ils bien armés? Avaient-ils un armement lourd, un armement qui vous semblait, vous, le professionnel, qui vous semblait un armement de pointe? Oui, ils étaient bien armés. Au plan individuel, ils avaient les armes que nous avions. Et en plus de cela, ils avaient des 12-7 montés sur des véhicules. En tout cas, j'étais bien armé. J'étais comme une armée régulière. L'armement était conséquent. Et à votre connaissance, y avait-il des contingents de l'ONU à l'hôtel du Golfe à cette époque-là? J'avais vu les contingents de l'ONUCI. Ils y étaient. C'est ceux-là que je voyais. En plus de ceux-là, il y avait les éléments de FAFN. Est-ce que vous vous souvenez de la nationalité des contingents de l'ONUCI que vous avez vus à l'hôtel du Golfe? C'était des Sénégalais. C'était des Sénégalais. D'accord. Et les FAFN dont vous parlez, étaient-ils tous ivoiriens ou y avait-il des personnes d'autres nationalités? Je ne saurais vous le dire parce que je n'ai pas pris contact physique avec eux. Je n'ai jamais parlé avec eux. Seulement, j'ai su le jour que le Golfe a été attaqué et qu'un élément a été blessé. Donc, c'est là que j'ai su que c'était des Sénégalais. D'accord.
Donc vous nous avez dit être resté un certain temps à l'hôtel du Golfe, à cette période-là. Est-ce qu'à un moment, lorsque vous étiez là, vous avez vu arriver des personnes qui avaient été appréhendées dans la résidence présidentielle? Oui, j'ai vu des personnes qui sont venues. J'avais vu le président lui-même. J'ai vu son épouse. J'ai vu Madame Soé. J'ai vu le commissaire Robé. J'ai vu le médecin du président, j'oublie son nom, mais je l'ai vu. J'avais vu Mme Adobi. J'ai vu le ministre, paix à son âme, le ministre Tagro, très mal en point. Voilà, je me souviens de ces noms-là. D'accord. À votre connaissance, ces personnes, ou certaines de ces personnes, ont-elles été victimes de mauvais traitements? À ma présence, non. Il faut dire qu'au golf, j'étais toujours en chambre. En général, j'étais en chambre. Je sortais rarement. Vous sortiez rarement parce que vous ne vouliez pas sortir ou parce que vous n'aviez pas le droit de sortir? Non, j'avais le droit de sortir. Mais de nature, je n'aime pas trop sortir quand je suis chez moi à la maison. Donc, j'étais en chambre, je ne sortais pas trop. Et puis, vu le contexte, maître, je ne pouvais pas sortir à tout moment. D'accord. À votre connaissance, qu'est-il devenu de M. Tagro? M. Tagro a décidé, maître. Est-ce que vous connaissez les circonstances de son décès? Lorsque je le voyais venir, sa bouche était complètement déchirée. Il était vraiment blessé. Je n'ai pas pu le regarder par deux fois. D'accord. Parmi les autres personnes que vous avez vues, venant de la résidence, certaines montraient-elles des traces de coups, des ecchymoses, des saignements? J'ai vu le commissaire Rabé assis, mais très mal en point. D'accord. Qu'est-il devenu? Robé, je crois que Robé était là, mais après, je ne sais pas. Il doit être, je ne sais pas. Je ne connais pas sa position actuelle. Mais quand je sortais du golf, j'étais en prison. Je crois qu'on m'a dit qu'on l'a amené en prison. Mais après ça, je ne sais pas où il est. Dites-moi, après la chute de la résidence, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des représailles menées contre les FDS et ou la population civile? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des actions qui ont été menées par les ex-rebelles contre des personnes
parce qu'elles étaient suspectées d'avoir soutenu le gouvernement. Je ne saurais vous le dire parce que je n'étais pas au dehors, c'est mon premier point. Mais après le temps, nous apprenions, soit sur YouTube ou bien d'autres presses, nous relataient ce qui s'est passé à la résidence du président. C'est sur les réseaux que moi j'ai eu à me renseigner. Sinon, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé concernant les civils ou les militaires. Je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui sont partis en prison. Il y a beaucoup de civils qui sont partis en prison. C'est ce que je sais. D'accord. Vous nous l'avez dit, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les fonctions que vous avez occupées à ce moment-là, très rapidement? Allez-y, monsieur, je vous vois prêt à répondre. Allez-y. D'accord. Quand monsieur le président de la République m'a reçu, monsieur Alassane, il m'a dit que je devais continuer à être à la tête du comité. Je suis resté jusqu'au 7 juillet de l'année en cours, où j'ai été nommé comme adjoint au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. D'accord. Qui était et qui est peut-être toujours ce chef d'état-major? En ce moment, c'était le général Bakayoko, Soumaïla Bakayoko, qui était nommé le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et j'étais son adjoint. D'accord. Jusqu'à quand êtes-vous resté son adjoint? Maître, je ne vous ai pas saisi. Je vais répéter. Jusqu'à quand êtes-vous resté son adjoint? Jusqu'en juillet 2016, où j'ai été nommé inspecteur général des armées. Et il faut dire qu'à un certain moment, il y a un autre adjoint qui est arrivé, en la personne du général de division Touré Sekou, qui est l'actuel chef d'état-major général des armées. Donc, on était 2 adjoints. Quand le général Touré a été nommé, moi je m'occupais de la logistique et lui il s'occupait des opérations. C'est jusqu'à ce poste-là que j'ai été nommé après inspecteur général des armées. Très bien. Et vous l'êtes toujours inspecteur général des armées aujourd'hui? Non, je suis parti à la retraite depuis le 31 décembre 2016. Je suis à la retraite. D'accord. Alors, vous venez de nous dire que vous occupiez une position éminente dans la nouvelle administration. Est-ce que certains de ceux dont vous nous avez dit que ex-FDS, ils avaient été emprisonnés, ne sont pas venus vous voir ou ne vous ont pas fait venir passer des messages pour que vous les aidiez? Non, mais j'ai reçu la visite d'un sergent, je ne sais pas s'il est le grade du sergent-chef, qui est venu une fois chez moi à la maison, Gossé, il s'appelle, et qui voulait me demander de l'aide. En dehors de lui, personne n'est venu me voir pour me demander de l'aide.
À votre connaissance, les populations des quartiers réputés, et je le mets entre guillemets, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est une simplification, mais c'est pour que ma question soit compréhensible. Les populations des quartiers réputés, entre guillemets, pro-Gbagbo, ont-elles été maltraitées ou racketées par les forces qui venaient de prendre Abidjan à partir d'avril 2011 et pendant les mois suivants? Je n'étais pas sur le terrain, donc je ne peux pas vous répondre exactement, puisque je n'ai pas reçu de plainte concernant les actions ou les actes posés par les FRC. Je ne peux pas vous répondre, maître. D'accord. Alors, monsieur, je vais vous montrer un document que la représentante de l'accusation vous a montré hier. C'est le numéro CIVOTP 0018 0047 et c'est l'onglet numéro 67. Ah, c'est dans notre ensemble de documents, c'est l'onglet 67. Et ça peut être montré publiquement. I should say so, that Le juge président, je pensais bien en effet que le journal officiel n'était pas confidentiel. Mais l'accusation l'avait classé confidentiel. well, I avoid comment. Le président, je m'abstiens de tout commentaire. Alors, vous le voyez, monsieur, sur votre écran, le document? Je le vois maintenant, mais illisible. Alors, écoutez, on va aller à la page. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus lisible. On va aller à la page 0048. Et il faudrait voir en particulier le bas de la page. Est-ce que vous arrivez à lire, monsieur? Pour le moment, non. Bah, oui, c'est bon là. Non, c'est... D'accord. Oui, j'arrive à lire ici. D'accord. Je pense que la greffière qui est à votre côté, l'a sur son ordinateur. Donc peut-être que si jamais vous n'arrivez pas bien à le lire là, vous pouvez lui demander de regarder. Le document est présentement au témoin. Merci. Alors, donc nous sommes à la page 0048. En bas à droite, en bas de la page à droite, on peut voir le décret du 14 novembre 2010 portant réquisition des forces armées. Est-ce que vous le voyez, ce décret, monsieur? Oui, maître. Je vois nettement. Vous voyez dans le visa, il est dit alors dans le visa, vous voyez qu'il y a marqué « Vu l'accord politique de Ouagadougou en date du 4 mars 2007 » et ses accords complémentaires. Vous voyez ça? Oui, je vois, maître. D'accord. Et vous voyez aussi, un tout petit peu plus bas, vu le décret numéro 2007-82 du 16 mars 2007 portant création du centre de commandement intégré, CCI. Vous voyez ça? Je vois, maître. Donc, l'on voit là que le décret dont nous parlons est adopté en application, entre autres choses,
de l'accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 et du décret portant création du CCI. Nous savons au dossier de l'affaire des éléments qui nous donnent à savoir que le CCI réunissait les états-majors des forces gouvernementales et des forces rebelles et avait été instauré suite aux accords de Ouagadougou. Alors ma question, est-ce que vous teniez des réunions régulières dans le cadre du CCI? Et si oui, de quand à quand? Les réunions du CCI, c'est le chef d'état-major qui tenait ces réunions, souvent à Yamoussoukro, avec le général Bakayoko, le général Nicolas et lui-même, et puis peut-être d'autres participants. Les commandants de force ne participaient pas à ces réunions. Mais il y avait des réunions régulièrement à leur niveau, maître. Merci, monsieur. Et à votre connaissance, ces réunions se passaient bien? Comment ça se... quelles étaient les informations que vous obteniez? Non, quand le chef d'état-major devait nous informer, il nous disait que ça s'est bien passé. Il n'a jamais évoqué un quelconque problème à leur niveau. Alors, vous voyez à la page suivante, qui est la page 0049, toujours du décret, hein, tout en haut à gauche, l'article 2 de ce décret. Est-ce que vous voyez ça, l'article 2? Article 2, oui, je vois l'article 2. Alors, je vais lire la phrase, ça sera plus rapide. Je cite, article 2 du décret. Ce déploiement s'effectue sous le contrôle du Centre de commandement intégré, CCI. Fin de citation. Vous êtes avec moi, monsieur, vous avez suivi. Vous avez lu avec moi. J'ai cité avec lui. Ah, d'accord, je suis. Je vous suis, maître. Merci. Alors, ma question, de cela semble découler que l'état-major des forces rebelles était partie prenante aux discussions sur la sécurisation des élections. Est-ce que c'est juste? C'est juste. D'accord. Est-ce que vous, et cette fois-ci, je sors un peu du cadre dont nous venons de parler, c'est-à-dire les réunions dans le cadre du CCI dont vous avez parlé, est-ce que vous avez eu des réunions avec les représentants des forces impartiales? Moi, non. Je n'ai pas eu de réunion avec les représentants des forces impartiales. D'accord. Dans le cadre de vos fonctions, ou dans un cadre personnel, étiez-vous en contact avec des officiers français? Je connaissais des officiers français, notamment ceux du 43e BIMA, parce que nous avons une coopération de formation avec eux. En ce qui concerne les parachutistes, souvent nous travaillons ensemble. C'est en ce moment-là où, quand il y a une cérémonie à l'état-major, ou peut-être au BIMA, je prenais contact avec ces officiers, mais pas de manière particulière. Très bien. Lors de la période électorale, ou juste avant, est-ce que l'un de ces officiers, ou un officiel français, pas nécessairement un militaire, vous a mis en garde en vous faisant comprendre que ce serait bon que vous
quittiez votre poste, que des choses, que des événements terribles allaient se produire? Non. Un officier français, non. Très bien. Pendant la crise, cette fois-ci, pendant la crise, donc à partir, disons, du deuxième tour des élections présidentielles, avez-vous été approché par un représentant des autorités françaises, civil ou militaire, qui vous aurait demandé de mettre fin au combat? Non, c'est le commandant Oulata qui m'avait approché. Et lors d'une de nos réunions chez Monsieur le Président de la République, j'ai rendu compte que le commandant Oulata voulait me croiser. Est-ce que vous pouvez nous épeler le nom, s'il vous plaît? Oulata Gaoudi Pierre. Oulata, comme Oscar, uniforme, tango, 2 fois tango, alpha. Plus loin, Gaudi, golf, alpha, hôtel, Oscar, uniforme, delta, India, Pierre, Oulata Gaoudi Pierre. Et quelles étaient ses fonctions? Il était à la retraite. Il était à la retraite, mais il était au golf. Il était à la retraite, mais il se trouvait au golf en ce moment. Quand il a voulu me croiser, j'ai rendu compte au général Mangou. Après, quand nous sommes retrouvés chez le président à une réunion, j'ai rendu compte également. Parce que moi, je ne voulais pas le croiser. Le général Mangou voulait que je le croise. Mais j'ai dit non, mais j'ai rendu compte au président de la République que Gaudi voulait me croiser. Était-ce un émissaire des autorités françaises, ce commandant? Il était militaire. Quand il était au Golfe, il se prenait pour un militaire. Quand je suis allé au Golfe, je l'ai vu avec le galon de colonel-major. Mais je sais qu'il est parti à la retraite commandant. Connaissiez-vous l'ambassadeur Simon? Je connais l'ambassadeur Simon, mais je n'ai pas de relation particulière avec lui. Aviez-vous des contacts pendant la crise post-électorale avec de quelconques responsables du RHDP jusqu'à la fin, pendant toute la période de la crise? Après la crise, mon épouse devait se rendre en Europe. J'avais besoin d'un visa français. Donc, par le biais de l'ambassade, je l'ai eu et il a autorisé, comment on appelle ça, il a posé à ma femme d'avoir un passeport. C'est ce que j'ai fait. Si ce n'est pas des cérémonies à son domicile, nous n'avons pas de contact. Juste pour clarifier, si vous permettez, monsieur, un passeport, quand vous parlez de passeport, un passeport français, c'est ça? Vous dites? Quand vous parlez de passeport, c'est un passeport
De quelle nationalité? C'était pour avoir pour qu'elle puisse aller d'un pays à un autre au niveau de l'Europe. Un passeport Schengen. Visa, pardon. C'était un visa plutôt. D'accord. Un visa. D'accord. Monsieur, je me permets de vous rappeler ce que disait le président tout à l'heure. Si vous vous sentez un peu fatigué, vous nous le dites. Et on peut tout à fait comprendre. Hein. Je vais demander 1 ou 2 minutes encore pour revenir si c'est possible. Monsieur le Président, que faisons-nous? Le président, Monsieur De Toledo, il nous reste 15 à 20 minutes au maximum pour aujourd'hui, donc peut-être qu'on pourrait continuer encore pendant ces 15 à 20 minutes. Enfin, ce serait mieux pour nous si c'était possible pour vous. C'est possible, mais je demande au moins 2 à 3 minutes pour me retirer puis rentrer. J'ai un besoin. Okay, if you need 2 or 3 minutes. Oui, oui, très bien. 2 ou 3 minutes. Nous suspendons pendant 2 ou 3 minutes. Et puis nous poursuivrons. All rise, veuillez vous lever. So here we are again. Le président, eh bien, nous revoilà. Est-ce que tout va bien, monsieur le témoin? Continue another 15 minutes. Nous allons poursuivre encore 15 minutes, d'accord? Tout va bien. Maître titre. Président. Alors, monsieur, y a-t-il eu pendant la crise, parmi vos subalternes, des personnes qui ont été approchées, soit par des rebelles ou ex-rebelles, soit par les autorités françaises, soit, j'ajoute, par des diplomates étrangers? Je n'ai pas eu de compte rendu dans ce sens-là. Très bien. Je vous demande une seconde, hein, monsieur. Alors, à propos de votre carrière, monsieur, votre CV a été mis, vous en souvenez, c'était hier, au dossier de l'affaire par l'accusation. Je n'y reviens pas, je mentionne simplement le numéro, pour que les choses soient claires. CIV OTP 0005 0072 à l'onglet 26. Alors, je constate qu'entre 1982, l'année de votre entrée dans l'armée, et aujourd'hui, vous avez été régulièrement promu. Ma question est la suivante. Ces promotions ont-elles suivi la procédure normale? Oui, maître. Et quelle est la procédure normale? En fonction des grades, un palier qui était établi. Je commence par à l'entrée à l'école des officiers.
Quand vous sortez de l'école, je peux aller mettre. Quand vous sortez de l'école, à notre temps, parce que les choses changent chaque fois, vous sortez de l'école avec le galon de sous-lieutenant. En général, la sortie de l'école se situe en juillet. Au mois d'octobre qui suit, vous passez lieutenant. 3 ans, 4 ans, vous passez colonel. Pardon, je dis colonel. Capitaine, pardon, s'il vous plaît. Capitaine. Après, quand vous avez fait vos cours, parce qu'entre-temps, il y a des stages. Il y a le cours capitaine. Vous passez commandant. 4 ans ou 5 ans. Ça dépend. Les tout premiers, ceux qui sont bien notés, passent 4 ans. Moi, je suis passé en 4 ans avec la promotion de mes anciens. Après, il y a des cours à suivre également. Si vous allez en état-major, que vous avez votre diplôme d'état-major et que vous commandez une unité, effectivement, parce qu'il y a tous ces paramètres-là, vous passez au grade de lieutenant-colonel et on peut vous donner un bataillon à commander. De là, vous passez plus tard 4 ans, 5 ans au grade de colonel et ensuite, vous passez colonel-major. Le grade de colonel-major. Just like in every other place. I mean, Le président, bon, c'est comme dans n'importe quel endroit. De quoi parlez-vous exactement? Donc, quant à moi, je suis resté plus de 5 à 6 ans entre le grade de lieutenant-colonel à colonel. J'étais sur le terrain et c'est en 2009 que j'ai été nommé colonel plein. Ensuite, en 2010, quand je devais prendre le commandement des forces terrestres, j'ai été nommé colonel-major et en même temps, j'ai eu mon décret de nomination comme tel. Cela le 10 avril 2010. Donc, j'ai passé successivement, comme il se doit, les galons. Très bien. Alors, hier, vous nous avez parlé du PC Crise, en nous disant que c'était la même chose que le CPCO. Vous vous souvenez de ça? Oui. Je vous ai dit que le PC Crise, pour moi, c'était le CPCO qui était mis à la disposition de l'état-major pour gérer les situations sur le terrain. Alors, vous pouvez peut-être nous aider un peu, parce qu'il n'est pas facile de distinguer. Bon, le CPCO, vous nous avez très bien expliqué, c'est très clair. Les fonctions, la manière dont ça se passe, etc. Mais le PC Crise, est-ce que c'est quand certaines personnes du CPCO se réunissent et réfléchissent à un problème particulier? Est-ce que ce sont quand les généraux se réunissent entre eux pour discuter? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a quelque chose qui distingue le PC Crise du CPCO ou si c'est simplement la même chose sous un autre angle en quelque sorte? Merci, maître. Dans un premier temps, ça prend les deux volets. Parce que le centre de planification et de conduite des opérations était lié à la gestion de la crise sur le terrain. Et c'est quand le centre de planification
et des conduites des opérations nous fait le point. Tous les généraux sont présents. Donc, si je m'exprime bien, le CPCO a gardé son entité comme par le passé. Parce qu'avant que la zone d'Abidjan soit créée et qu'il soit mis à la disposition d'un commandant de zone, c'est le CPCO qui gérait tout le territoire national. Mais quand le centre d'Abidjan a été créé, il est toujours resté s'occuper du Com Théâtre également. Donc, c'est le CPCO qui gère au niveau de planification et le Com Théâtre et la zone d'Abidjan. Mais particulièrement pour Abidjan, tous les généraux se réunissaient pour débattre des problèmes survenus et des événements survenus au cours de la journée ou la journée d'avant. Très bien. Alors, je vais passer à un sujet un tout petit peu différent. Je n'ai que quelques questions. Première question, l'armée savait-elle que des groupes de combattants avaient été infiltrés à Abidjan avant ou pendant les élections présidentielles? Pendant les élections présidentielles, il y a eu un accord, je crois que c'est le décret, qui sécurisait les élections. Dans ce décret, il était dit que les forces de défense et de sécurité, devaient fournir des éléments et de l'autre côté, les FAFN devaient en fournir. Le principe, c'était que ceux des forces de défense et de sécurité s'en iraient au nord et les FAFN à Abidjan, dans le sud. Et ça, c'était géré par le CCI, je crois. Ça a été fait ainsi. Mais, après la proclamation des résultats, les éléments des forces nouvelles sont restés en Abidjan. Ils ne sont pas tous partis au nord. Très bien. Autre question. L'armée savait-elle s'il y avait des caches d'armes à Abidjan destinées aux groupes rebelles? Oui, l'armée avait des informations comme quoi il y avait des caches d'armes. D'où les patrouilles que nous menons. Il y avait des caches d'armes puisqu'on était attaqués. Nos éléments étaient attaqués et avec une certaine facilité. Parce que quand vous n'avez pas l'armement sur place, je ne sais pas comment vous allez transporter l'armement ou les munitions qui pèsent lourd pour les transporter avec une telle facilité. On avait les informations comme quoi il y avait des caches d'armes. Et on recherchait les caches d'armes. Très bien. Alors, vous nous avez indiqué hier, c'est au transcrit français non définitif, page 59, à partir de la ligne 5. Je vais lire ce que vous nous avez dit hier. C'est très rapide et après j'ai une question. Et c'est vous qui parlez, monsieur, en réponse à une question du représentant de l'accusation. Et vous dites ceci, je cite. Oui, nous avons eu une réunion dans le mois de décembre, le 1er, le 2, je crois, le 4 ou le 5. Mais ces réunions, c'était le chef d'état-major qui allait rendre compte de la situation qui prévalait sur le terrain. Parce qu'il faut dire que depuis qu'il y a eu l'investiture des deux présidents, l'un au Golfe,
le président lui-même au plateau, les commandos invisibles ont commencé à attaquer nos positions. Toutes nos positions ont été attaquées par le commando invisible. Fin de citation. Donc, si je comprends bien, les attaques du commando invisible ont commencé dès le mois de décembre 2010. C'est bien ça? Oui, maître. Monsieur le Président, je vois l'heure. Le juge président, je vois l'heure également, mais vous pouvez continuer 2 ou 3 petites minutes supplémentaires. Car nous avons pris quelques minutes de pause déjà. Donc, si vous voulez conclure sur ce sujet, nous nous arrêterons après. Non. Alors, monsieur, quelques questions sur un autre sujet. Vous nous avez indiqué hier, et c'est au transcrit français non définitif, page 13, à partir de la ligne 1, ou plutôt de la ligne 2, plutôt de la ligne 1, pardon, et je vais citer. Alors il me manque les 2-3 mots du début de la phrase. Vous me pardonnez, mais vous allez vous souvenir que vous avez dit ça. Alors je cite. Soit il passe par le CPCO, ou il passe par moi pour en faire la demande au chef d'état-major des armées. Il y a eu une demande de mortier, mais c'était à l'ouest. À l'ouest, pour un recomplètement des munitions et desservants qui se trouvaient dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire. Je me souviens de ça, mais en dehors de ça, je n'ai jamais demandé qu'il y ait utilisation de mortier à Bobo, notamment. J'ai jamais fait cette demande-là. Fin de citation. Alors ma question, est-ce que vous vous souvenez à quelle période la demande dont vous faites état pour obtenir des mortiers à l'ouest a été faite? Est-ce que vous vous souvenez quand vos subordonnés vous ont fait cette demande, à peu près? J'étais à l'état-major. Il était 18h et quelques. Le chef d'état-major était parti chez lui à la maison. Et j'ai reçu une demande de la part du colonel-major Séry Polier, qui était le responsable de la logistique. Les éléments qui étaient à l'ouest avaient besoin de munitions au niveau, c'était des munitions de 82 mm, 81 ou 82 mm. Et il a demandé si je pouvais signer la demande, parce que le lendemain matin, ou plus tard la nuit, il allait faire convoyer les munitions à l'ouest. Alors, j'ai appelé le chef d'état-major pour lui dire qu'il y a une demande en face de moi. Est-ce que je pourrais signer? Il m'a dit oui, que c'était une bonne initiative. Et j'ai signé le bon de munitions. C'était des munitions de 82 mm. Mais il devait être accompagné par les servants. Il faut dire qu'au niveau de l'Ouest, bien sûr le théâtre, on faisait des relèves régulièrement. Mais à leur niveau, la relève n'avait pas été faite. Donc nous avons profité pour faire la relève en même temps en convoyant les munitions. Et c'était à peu près à quel moment, monsieur? Est-ce que vous vous souvenez du mois, par exemple? C'était dans le mois de mars.
Février-mars, en tout cas, c'était vers la fin. Très bien. Alors, je vais vous lire votre déclaration antérieure, la déclaration que vous avez faite aux représentants du bureau du procureur en 2015. Le numéro est le suivant. 6 VOTP 0080 1525 1525 de la page 1536 à la page 1537, ligne 394 à 416. Alors, d'accord. Donc vous voyez votre déclaration, monsieur, vous devez la voir, vous devez pouvoir la regarder, je suppose. Oui. Très bien. Alors, pour fixer le contexte, les représentants du bureau du procureur vous montrent un document et vous le commentez. Alors, je vais citer à partir de la ligne 394. Vous êtes prêt? Vous êtes prêt, monsieur? Alors, intervieweur 3. Oui, c'est un document, c'est un message. Personne entendu, c'est-à-dire vous-même, monsieur. Intervieweur 3, qui est destiné à un commandant d'unité, qui est daté du. Celui-là, c'est le 6 décembre. Oui, mais c'est en provenance du Comter. Personne entendu, vous-même. Intervieweur 3. Dans le cadre de la sécurisation du post-scrutin présidentiel. Je vais vous laisser lire le document. Et il ajoute, c'est daté du 6 décembre 2010, puis cela a un numéro 0071 0684 et vous-même vous répondez, ligne 408, oui c'est ça. Oui, en ce moment-là, je me rappelle très bien qu'en ce moment-là, tout ce qui est à l'ouest, tout le pays, à partir du 1er, on avait commencé à être attaqué. Et les éléments basés à l'ouest, précisément à Guiglo, tout ce qui est à Djouekwe, etc., avait besoin de moyens. Donc ils ont fait une expression de besoin de moyens. Et ce jour-là, le chef d'état-major, puisque nuitamment il devait envoyer ce matériel, je suppose, matériel, il y a écrit maternel, mais ça doit être matériel, à l'ouest, donc le chef d'état-major n'était pas disponible. Donc la division logistique m'a amené ça pour signer, pour que rapidement, on puisse envoyer la nuit, puisque vers 18h, Mangou n'était pas là. Et c'est ça que j'ai signé, fin de citation. Alors, vous vous souvenez d'avoir dit ça, monsieur? Oui, maître. Très bien. Je reconnais avoir dit ça. Donc, vous semblez parler exactement du même incident, de l'incident dont vous nous avez parlé juste avant que je lise cela, mais à ce moment-là, devant les enquêteurs du bureau du procureur, vous le situez le 6 décembre 2010. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Ça me rafraîchit la mémoire. Est-ce que la date du 6 décembre 2010 est la bonne? Non. Je crois que la signature que j'ai faite, je l'ai faite. J'ai signé quand j'étais commandant
des opérations d'Abidjan. Signé quand il était commandant des opérations d'Abidjan. Parce qu'avant, si ce n'est pas, la demande ne vient pas d'un de mes bataillons, je ne pourrais pas signer. Si la demande est venue au moment où je n'étais pas encore désigné, la date du 6 décembre est correcte. Mais si la demande est venue après, c'est que c'est dans le mois de mars. Et que le 6 décembre n'était pas correct. Très bien. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Okay. Et je vous remercie et je me tourne vers le président. Je vais passer après à un autre sujet. OK. Le juge président, très bien. Avant que vous passiez à un autre sujet, je vais vous arrêter dans votre élan. Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous venons de terminer le 3e volet d'audience. Nous reprendrons demain matin à 9h30, heure de La Haye, 8h30 en Côte d'Ivoire. Et nous poursuivrons le contre-interrogatoire mené par la défense de M. Gbagbo. Est-ce que cela vous convient, monsieur le témoin? Est-ce que vous avez bien compris? Thank you very much. Le juge président, merci. L'audience est levée jusqu'à demain matin, 9h30 ou 8h30.